des personnes éminemment qualifiées pour débattre de ce sujet. Si on nous demande de nous jeter à l'eau, on va le faire, mais nous demandons la clémence de la salle parce que c'est évident qu'il y a des voix plus autorisées que nous, peut-être pour débattre de ces questions. Mais on va essayer de parler un peu de la souveraineté économique, tout en sachant que c'est un sujet assez complexe, assez large et assez difficile à cerner. Tout d'abord, je voudrais rappeler que la souveraineté économique n'existe que si on parle des autres souverainetés. En ce sens que l'économie a pour objectif, si on veut parler de souveraineté économique, elle peut être considérée comme la capacité d'un pays à contrôler les mécanismes de satisfaction des besoins essentiels des populations par ses ressources ou par des apports extérieurs à partir de circuits maîtrisés. Ce qui veut dire quoi? Parce que l'économie, c'est simplement de satisfaire aux besoins de la population. L'objectif de l'économie, c'est satisfaire aux besoins de la population. Si on veut parler de souveraineté économique, il s'agit là alors pour nous de pouvoir satisfaire les besoins de la population à partir de nos ressources à nous-mêmes, sans se référer à des ressources extérieures. Et si ça doit être le cas, il faut que ça vienne de circuits que nous contrôlons et que nous maîtrisons. Nous voyons des puissances étrangères qui créent des conflits dans des zones ou qui tiennent des zones parce qu'ils savent que leur circuit d'approvisionnement de certaines matières dont ils ne disposent pas, il faut les sécuriser. Donc ils mettent des conditions, ils mettent des sanctions, ils mettent tout ce qu'ils veulent pour pouvoir assurer la sécurité de l'approvisionnement pour les différents produits qui contribuent à la satisfaction des besoins de la population et dont ils ne sont pas capables de réaliser sur eux-mêmes. Donc si on veut parler de souveraineté économique, nous pensons qu'il faut d'abord savoir quelle souveraineté notre population a besoin pour satisfaire ses besoins. La première chose, c'est la souveraineté sécuritaire. Toute population a besoin de sécurité. Donc les besoins de sécurité font qu'il faut qu'on ait une souveraineté économique, nous demandant d'assurer le financement par nous-mêmes de notre armée, le recrutement, la formation, les opérations militaires, tout ce qu'on doit faire, il faut que notre économie soit capable de générer les ressources pour pouvoir le faire. La souveraineté énergétique, c'est la même chose. Il faut que les entreprises puissent avoir de l'énergie, il faut que les populations puissent avoir de l'énergie. Aujourd'hui, on a créé des besoins chez nous tels que tout le monde veut regarder la télévision, tout le monde veut boire de l'eau glacée, etc. Donc, il faut qu'on ait une souveraineté énergétique. Donc, ce qui veut dire que la souveraineté économique doit passer par donner les moyens nécessaires d'assurer cette souveraineté énergétique. La souveraineté alimentaire. Toute population doit pouvoir vivre, on a besoin de manger. Donc pour pouvoir le faire, il faut qu'on soit capable d'avoir une autosuffisance alimentaire et je dirais une souveraineté alimentaire. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir la totalité des besoins alimentaires de la population, mais il faut pouvoir le faire venir de façon complémentaire à partir des circuits que nous contrôlons, que nous maîtrisons. Il y a la sécurité pharmaceutique ou sanitaire. Aujourd'hui, on a vu les grands enjeux quand il s'est agi de la Covid, du sida ou autres, où certaines puissances qui maîtrisent les produits ces produits pharmaceutiques en font un moyen de pression, de contrôle, etc. Et nous avons la souveraineté monétaire et financière, parce que tout pays qui veut se développer, qui a besoin nécessairement d'organiser le financement de son économie à partir de monnaie dont il a le contrôle. Et nous avons aujourd'hui la souveraineté numérique, qui est un dernier élément qui est important, parce que cette souveraineté numérique, comme le ministre d'État l'a dit tantôt, tout est en train d'être digitalisé, tout est en train, le téléphone et tout, il faut être capable aujourd'hui de sécuriser tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a comme données, pour que ça ne tombe pas dans les mains qui puissent les utiliser contre nous. Donc les grands défis,
C'est donc le premier défi pour résoudre la souveraineté économique, c'est qu'il faut écrire et mettre en œuvre et de façon durable une vision. Un pays qui n'écrit pas une vision sur 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui ne se maintient pas dans cette vision, c'est un gros défi. Aujourd'hui, le Mali doit pouvoir écrire une vision et doit être capable de maintenir cette dynamique pendant très longtemps pour assurer cette souveraineté économique. Nous avons un gros défi, la mondialisation, en cours actuellement dans le monde. La mondialisation, ça permet aux capitaux de se déplacer. Les capitaux peuvent aller là où ils veulent, aller acheter tout ce qu'ils veulent, et uniquement les capitaux se déplacent. Rien d'autre ne se déplace. Même une population simple qui veut se déplacer, on a beaucoup d'investissements étrangers dans nos pays. Ces pays qui viennent investir ici, les Maliens veulent même se déplacer pour trouver du travail, on dit non. Et comment ça se passe? C'est les intérêts de ces multinationales qui vont commander les décisions politiques, économiques, financières et tout. Et c'est très souvent des décisions qui sont contraires à la satisfaction des besoins de nos populations. Donc c'est contraire à notre souveraineté économique. Quand les pays ont commencé à se rencontrer à partir de 90 à Davos pour créer les accords de Bâle, il est évident que même les bilans des entreprises, on a demandé que ce n'est plus la peine d'évaluer les entreprises. Les fonctions d'évaluateurs, les études là, pour ceux qui font l'évaluation des entreprises, la valeur substantielle brute ou les capitaux permanents, toutes ces théories d'évaluation sont jetées à l'eau. On dit qu'il faut que le bilan, la lecture du bilan puisse permettre de valoriser l'entreprise. Donc à la simple lecture des fonds propres, capitaux et immobilisation, etc., on dégage la valeur d'une entreprise. C'est pour que très rapidement les capitaux étrangers puissent venir investir et s'accaparer de tout ce que nous avons. Et cela va avec beaucoup d'autres choses. La maîtrise des sources de financement du développement, c'est un défi. Il faut être capable de maîtriser les sources de financement. Le sous-développement même est un problème de financement. Une fois qu'on a les ressources de financement nécessaires, on peut développer tout ce qu'on veut, on ne sera pas sous-développé. On sera au moins émergent. Donc, ces sources de financement, si vous ne les avez pas en interne, c'est un défi. Et si vous les avez en interne, il faut être capable de les développer et de les mettre à disposition. Donc, comme je te l'ai dit, la devise, il faut avoir la monnaie, notre propre monnaie, pour être capable de faire une politique et de financer la politique qu'on veut mettre en place. On a vu au début de l'indépendance comment la Banque centrale du Mali a été un instrument important du financement des entreprises qui ont été créées. La sécurisation des sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est un défi. Le Mali, quand vous regardez comment on appelle la structure de la balance commerciale, les produits pétroliers, les matériaux de construction, les produits alimentaires, le poids économique des biens dans la balance commerciale du Mali et même dans la balance des paiements, quand vous voyez les bourses d'études, les frais sanitaires qu'on fait à l'extérieur, tout ceci, il faut être capable de sécuriser et de s'assurer que nous avons un circuit que nous contrôlons et que nous avons des leviers nous permettant d'assurer l'approvisionnement correct à un prix régulier de ces produits. Et enfin, le renforcement de l'engagement patriotique. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans un défi. C'est quoi? Ce défi, c'est qu'il faut que le Malien s'engage de façon patriotique à développer son pays, à aimer son pays et à consommer, à faire la consommation locale une priorité et à s'engager dans cet effort de construction. Il y a beaucoup d'orateurs qui sont passés avant moi qui ont parlé de cet aspect extrêmement important, qui est un aspect culturel, qui est un aspect psychologique, mais qui est l'aspect le plus déterminant pour nous permettre vraiment de pouvoir assurer notre souveraineté économique. Donc les moyens d'action que nous avons, comme je l'ai dit, avoir une vision à long terme, avoir la maîtrise des ressources, la monnaie et la maîtrise des flux financiers. Les moyens maintenant que je n'ai pas évoqués dans les défis, c'est la maîtrise du cadre juridique et réglementaire. Parce que nous sommes
dans un cadre juridique et réglementaire que nous devons refonder. Parce que si nous nous positionnons du côté depuis la colonisation, c'est que nous avons hérité d'un cadre juridique et réglementaire qui ne sied pas et qui ne permet pas de développer et de nous donner cette souveraineté économique. Et si nous nous plaçons aujourd'hui, nous sommes dans une refondation telle qu'il faut aller revisiter ce cadre réglementaire, ce cadre juridique, pour qu'il soit un cadre qui incite et qui impulse cette réforme, cette souveraineté économique. L'un des éléments importants comme moyen d'action, c'est également l'écriture et l'usage des différents codes comme instrument d'incitation au renforcement des secteurs contribuant à la souveraineté économique. Il faut que les codes que nous avons, le code des douanes, le code fiscal, le code minier, le code des investissements, le code de l'énergie, le code de l'eau, le code de ceci, cela, ces codes doivent être des codes orientés vers la recherche de la satisfaction, de la souveraineté dans tous les aspects que je viens d'évoquer. Ces codes doivent inciter, que ce soit le secteur public, le secteur privé, il faut que ça incite à la production locale, à la consommation locale, que ça incite à cette souveraineté économique. C'est des éléments importants. La surveillance des secteurs à risque, les secteurs alimentation, énergie, santé, et la mise en place de mécanismes d'alerte, de prévention et de sécurisation des canaux pour assurer la régularité de la distribution et les prix. C'est en cela que nous avons vu la création de l'Office national des produits pétroliers, l'Office des produits agricoles, les observatoires, la pharmacie populaire, etc. C'est des structures qui sont des mécanismes d'alerte, c'est des structures de veille, c'est des structures qui doivent veiller et assurer la régularité des prix et la régularité de l'approvisionnement des marchés. Maintenant, on a fait un petit rappel historique rapidement. De 60 à 68, la Première République, nous avons vu qu'il y avait la volonté affichée pour réaliser cette souveraineté. Ça se traduit par les plans quinquennaux, ça s'est traduit par la création du franc malien, la création de la Banque centrale du Mali, les politiques agricoles, les politiques en matière de transport, de services, etc., la création de beaucoup d'entreprises, le développement des activités socio-culturelles tournées vers le savoir-être et le savoir-faire des Maliens. Donc on a vu vraiment une Première République vraiment engagée, tournée vers la souveraineté économique. La Deuxième République a poursuivi avec des plans quinquennaux et avec comme devise une économie nationale indépendante et planifiée avec la coexistence des trois secteurs, secteur public, secteur mixte et secteur privé. Enfin, on a vu pendant ce temps la mise en place de beaucoup de politiques visant à assurer l'autosuffisance alimentaire, la co-responsabilisation des crédits, l'organisation du monde rural en navet, en thon, etc. Maintenant, la Troisième République de 92 à 2020 a été le moment où il y a eu la mondialisation, ça a été le moment où il y a eu presque une déconstruction de la souveraineté économique. Parce que c'est le moment où les premiers codes, quand je prends l'exemple du code minier, pour donner un permis minier sous la Deuxième République, il fallait passer par le Parlement. Et l'État avait au minimum 50%. Et le code minier qui a été adopté en 1991 a été le code minier le plus ouvert et qui a presque abandonné tous les avantages. C'était un code d'incitation de l'extérieur à venir investir. Ça, c'est un exemple que je donne. Donc, il y a eu le désengagement de l'État dans beaucoup de secteurs, le secteur bancaire, le secteur énergétique, etc. etc. Donc, et la Quatrième République est venue presque dans un chaos. Il y avait presque... C'était très difficile de pouvoir reconstruire tout ça. Et c'est le devoir que la transition s'est attelée à faire. Donc, à partir justement de l'énoncé du président de la transition des trois principes, donc la transition a mené beaucoup d'actions. Et nous allons parler de quelques actions phares très très rapidement. Il me reste combien de temps? Hein? D'accord, d'accord. Il me reste 8 minutes. Donc le premier élément, c'est la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire en soutien aux actions visant à la souveraineté économique.
Parce qu'il faut se rappeler que la souveraineté économique, comme je l'ai dit, elle se détermine à partir de la satisfaction des besoins des populations qui exigent les souverainetés en matière de sécurité alimentaire, etc. Mais dans le même temps, ça interagit. Je donne un simple exemple. En 2020, on avait perdu beaucoup de pourcentage du territoire et les pertes de recettes budgétaires étaient de 4 à 5%. On perdait environ 500 milliards par an de recettes budgétaires qu'on ne pouvait pas aller collecter parce que les frontières n'étaient pas pour nous. Et deuxièmement, et pire, le Mali était devenu un pays qu'on traversait pour aller vendre dans d'autres pays de l'autre côté, en vendant également les biens à l'intérieur du Mali. Ça faisait que les entreprises qui étaient installées dans le même secteur étaient en train de voir leur chiffre d'affaires qui baissait et donc ne payaient pas beaucoup d'impôts et étaient en train d'envisager même des réductions d'effectifs. Donc ce qui veut dire que donc, nous sommes attelés sur la restauration de la sécurité, donc financement sur le budget d'État de l'outil de défense, recrutement, formation, etc., financement des opérations, et on a vu tout ce qui s'est passé. Élaboration des modèles économiques de développement par des experts maliens. Aujourd'hui, nous avons presque fini la réalisation de la vision Mali 2063. Nous avons mis à contribution tous les ministères, toutes les fêtières, que ce soit la Chambre des commerces, le patronat, l'APECAM, la société civile, tout le monde est là-dedans et nous allons présenter avant le 31 décembre ce document qui doit pouvoir conduire les actions de ce pays sur les 40 années à venir. Et il est éclaté en décennies de 10 ans, 10 ans, 10 ans. Et nous avons dit, le financement, il faut qu'on trouve nos propres ressources. On dit, mais pourquoi ce pays est attaqué dans tous les sens? C'est parce qu'il est riche. Il est riche de quoi? D'or, de pétrole, de lithium, de manganèse, de tout ce qu'on veut. Alors essayons de voir quelle politique nous allons mettre en place pour financer notre économie et pour faire de ce secteur un levier aux mains du ministre des Affaires étrangères pour aller négocier ce qu'il veut. Donc on a dit, il faut faire un audit de ce secteur. On l'a fait. Il faut qui a déterminé qu'il faut un nouveau code. Et cette fois-ci, un code de développement. Et nous avons installé un code de développement aujourd'hui. Le code minier est un code de développement à 100%. Ce code, je vais donner quelques exemples. Dans ce code, on a dit l'État à 30%, 10% d'actions gratuites et 20%. Mais les 20%, comment on détermine? Avant, l'État avait droit à 20% au total, donc 10% gratuites et 10% à chercher. Mais ces 10%, le prix était déterminé par les compagnies minières. Et eux, ils calculaient sur les valeurs attendues. Donc, ils font les calculs économiques pour aller jusqu'à 20 ans, pour dire dans 20 ans, j'aurais gagné ça. Donc, si je fais une actualisation, voilà ce que vous devez payer. Et l'État ne pouvait jamais payer 200 milliards, 100 milliards pour payer des actions, 10% d'actions dans une entreprise. On a dit, la logique simple, c'est que si vous êtes un partenaire de l'État, vous venez, c'est très simple. Tout ce que vous avez engagé pour acheter le permis de recherche et tout ce que vous avez engagé pour arriver à un permis d'exploitation, donc pour dire qu'il y a de l'or là-dedans, ou il y a telle matière là-dedans, et je vais m'engager à investir. Toutes ces dépenses-là, on les met d'un côté. Pendant cette phase, vous avez l'État vous donne des exonérations. L'État aussi va mettre ces exonérations d'un côté. On fait la différence. C'est cette différence qui est la valeur du permis d'exploitation de la société que vous avez. Et c'est 20% de ça que l'État va vous payer. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, il y a 5 sociétés avec lesquelles nous avons signé des accords. 400 millions, 500 millions, 2 milliards pour des sociétés qui apportent 600 milliards de chiffre d'affaires par an pendant 20 ans. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'argent. La deuxième chose, on a mis des fonds en place. Un fonds d'investissement pour le secteur des transports, de l'énergie, de l'eau, un fonds d'investissement pour le secteur des mines
un fonds de développement local, un fonds de fermeture. Quand vous voyez la différence que ça fait sur les 5 sociétés avec lesquelles on a des accords, ça représente 715 milliards de francs CFA supplémentaires de recettes budgétaires chaque année. Chaque année. Et la valeur, les taxes que l'État percevait les taxes étaient assises sur la valeur du minerai et carreau usine. On a dit non, les taxes vont être assises désormais sur la valeur vénale, le cours de l'or. Je vous donne un autre exemple. Les compagnies qui sont installées étaient installées quand l'or était à $300 l'once. Aujourd'hui, l'or est à $2700 l'once. Mais nous, on percevait des taxes sur la base de valeur carreau usine. Et aujourd'hui, on va les percevoir sur les 2700 et tout le monde sait que l'or va aller dans les 3000. Et selon les grands spécialistes de là-bas, ils ont fait des analyses il y a à peu près 1 mois pour dire qu'en 2025, l'or va dépasser les 3000 et que si la situation géopolitique continue comme ça, l'or atteindra les $5000 l'once dans les 3 années à venir. Et nous avons de l'or. Je vais aller vite sur la souveraineté énergétique, mais c'est pour dire que nous avons aujourd'hui les moyens de financer notre développement. On fait un plan cohérent, on a les ressources, on les met là-dedans. Pendant 20 ans, 30 ans, on s'en sort. Le renforcement de la souveraineté énergétique, on a vu qu'il y avait beaucoup de difficultés. On est allé voir des partenaires crédibles et sûrs avec lesquels nous sommes en train d'engager la construction aujourd'hui de 3 centrales. Mais on a fait un plan de développement énergétique sur 40 ans. Qu'est-ce que ça contient? On est parti des besoins actuels. On a un besoin actuel d'à peu près 900 à 1000 mégas. On a dit nous serons à 4000 mégas dans 40 ans en tenant compte du fait qu'on va avoir deux usines minières tous les 3 ans qui consomment 80 mégas par an. On va avoir des industries qui consomment 50 mégas par an. On va avoir des trains électriques qui vont consommer 500 mégas. Donc, on a envisagé le Mali sur 40 ans, les besoins. On a dit aujourd'hui, nous avons une capacité installée de 987 mégas, dont 587 marchent aujourd'hui. On a dit, il faut que nous puissions répondre à ces 4000 mégas dans 40 ans en tenant compte du mix énergétique. C'est-à-dire mettre plus de solaire, plus d'énergie hydraulique, l'énergie nucléaire, plus que de l'énergie thermique. Donc nous avons vu les grands sites, le Mali est le 5e pays le plus ensoleillé du monde. Et si on couvre le Mali de panneaux solaires, on peut donner de l'énergie à l'ensemble du monde entier. Donc c'est pour vous dire que nous avons des richesses. Donc le renforcement du rôle économique de l'État par la prise en main des secteurs stratégiques de développement et la construction d'une économie nationale intégrée bâtie autour de pôles régionaux de développement valorisant les filières porteuses, réduisant notamment la reprise en main de certaines unités, la Comatex, UMPP, Somafil, de certains services, OMH, PMU, Banque malienne de solidarité, la valorisation de la production agricole, le renforcement du rôle de veille et de surveillance de l'État à travers le renforcement des observatoires, des systèmes d'alerte, de l'Office malien des produits pétroliers, de l'Office des produits agricoles du Mali et la diversification des partenariats. Nous avons fait beaucoup d'efforts en matière économique. Je pense qu'on est en train de me regarder. Je vais m'en arrêter là. Mon collègue va poursuivre. Merci. Vraiment, félicitations à M. le ministre des Finances pour les textes posés qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Et surtout, je retiens que désormais le Mali a sa vision et les outils pour arriver au développement du Mali. Ils sont déjà là.